Suite à une décision de justice rendue en novembre, 10 lois relatives aux logements sociaux, RV, pour les sans-abri, ont été modifiées du jour au lendemain, avec des conséquences déjà catastrophiques. Dans 17 États, les villes réécrivent les règles à une vitesse vertigineuse, à tel point que les habitants ne peuvent plus s'y adapter. Travailleurs, parents, personnes âgées vivant dans ces logements sociaux en dernier recours se retrouvent soudainement piégés dans un système voué à l'échec. Et lorsqu'on comprend l'imbrication de ces 10 lois, on saisit pourquoi cette décision représente sans doute le changement le plus destructeur apporté à la politique d'aide aux sans-abri depuis des années. Numéro 10, la loi sur la réduction du temps de stationnement. Les villes ont réduit la durée maximale de stationnement consécutif de 72 heures à 24 ou 48 heures, voire 12 heures dans certaines juridictions. La réglementation vise spécifiquement les véhicules de plus de 6 mètres ou présentant des signes d'habitation tels que des rideaux ou des panneaux solaires. Cela implique des déplacements quotidiens au lieu de 2 fois par semaine. Chaque déménagement coûte entre 8 et 12 $ d'essence, soit 40 à 60 $ par semaine, rien que pour les déménagements obligatoires. Mais le vrai coût, c'est le temps. 2 à 3 heures par jour pour trouver une place de parking, conduire et s'installer. Avec 8 heures de travail et 8 heures de sommeil, il vous reste 3 de vos 5 heures pour les besoins essentiels. Aller à l'école régulièrement devient impossible. Vos horaires de travail sont dictés par le stationnement, plutôt que par vos horaires de travail habituels. Le respect des règles commence bien, mais s'essouffle rapidement. Un seul déplacement manqué, après un double quart de travail. Et c'est la première amende de 50 à 75 $. Impossible de payer. Donc des frais de retard s'accumulent et un mandat d'arrêt est émis. Les mères célibataires doivent déplacer leur RVs de nuit, une tâche physiquement impossible. Les personnes âgées sont confrontées à des exigences physiques insoutenables, dues au branchement quotidien. Ces véhicules n'ont pas été conçus pour cela. Les RVs sont conçus pour des déplacements mensuels ou saisonniers. Une utilisation quotidienne accélère l'usure du moteur, de la transmission et des pneus de façon catastrophique. Les pannes surviennent, ce qui conduit directement à la loi suivante. Mais dès que le déplacement constant devient obligatoire, les RV eux-mêmes commencent à dysfonctionner. Et c'est précisément cette défaillance que vise la loi suivante. Numéro 9. La loi sur l'application de la loi sur l'état des véhicules. Les municipalités peuvent désormais verbaliser tout véhicule RV présentant un état de fonctionnement médiocre ou des signes visibles de dégradation. La définition est volontairement large. Pare-brise fissuré, vignette d'assurance expirée, pneus crevés, rouille, réparation de fortune avec du ruban adhésif. Tout défaut entraîne un avis de remorquage de 72 heures, indépendamment du statut de stationnement légal. Aucun délai de grâce n'est accordé pour les réparations. Les RV servant de logement ont en moyenne entre 15 et 25 ans et ont été achetés pour un prix variant de 5 à 15 000 $, la seule option abordable après avoir perdu un logement traditionnel. Les réparations complètes coûtent entre 2 et 5 000 $, dépassant parfois la valeur du véhicule. Les occupants d'un RV disposent généralement de moins de 500 $ d'économie. Les délais de réparation sont de 2 à 3 semaines. L'obtention des pièces et la disponibilité des ateliers étant cruciales. Les contraventions exigent une mise en conformité dans les 72 heures. Vous recevez une contravention pour un pare-brise fissuré dont le remplacement coûte 800 $. 2 semaines plus tard, vous avez économisé 200 $ en essayant de manger et de faire le plein pour un déménagement obligatoire. La dépanneuse arrive malgré tout. Les frais de fourrière s'accumulent, entre 75 et 100 $ par jour, au bout de 10 jours. 2000 $ de frais de fourrière, plus les amendes initiales, plus les 800 $ de réparation désormais exigées pour récupérer votre véhicule. Vous ne le récupérerez jamais. Une fois contraint de déménager quotidiennement avec des véhicules désormais considérés comme défectueux, le coup suivant arrive. Il ne reste pratiquement plus d'endroits légaux où aller. Pointe numéro 8, la loi sur l'étendue des zones de stationnement. L'extension des zones d'interdiction de stationnement supprime 60 à 70% des places autorisées auparavant. Dans les rues résidentielles, les véhicules de plus de 6,70 mètres sont interdits. Des restrictions de 150 mètres sont en vigueur autour des écoles, des parcs et des bibliothèques, là où se trouvent, par hasard, des toilettes publiques. Les zones industrielles ont été réaménagées pour interdire le stationnement de nuit. Vos 40 à 50 places disponibles ont été réduites à 12 à 15 pour des centaines de véhicules. 12 places, des centaines de véhicules. La concurrence est féroce. Dès 16 heures, on tourne en rond pour réserver une place avant l'affluence du soir. Vous travaillez tard, jusqu'à 21 heures ou 22 heures. Toutes les places légales sont prises. 2 options, se garer illégalement ou rouler jusqu'à la ville voisine en espérant trouver de la place. Cette ville a les mêmes règles, la même pénurie et le même calcul impossible. On se gare illégalement car l'alternative est de tourner toute la nuit à la recherche de places légales introuvables. Les amendes pleuvent aussitôt. Première amende, 75 $ pour une infraction en zone résidentielle. Deuxième, 150 $ près des écoles.
Troisième, 300 $ pour récidive. Impossible de payer. Ces amendes entraînent des mandats d'arrêt et, à terme, la mise en fourrière du véhicule, quel que soit l'endroit où le véhicule est stationné. Auparavant, les familles se garaient à 2 rues de l'école de leurs enfants pour assurer une fréquentation scolaire régulière. Maintenant, ils sont à 3 km. Les enfants ratent leur bus. L'absentéisme scolaire chute. Les enseignants s'interrogent. Les employés d'entrepôt qui travaillent de nuit rentrent à 6 h du matin et constatent que les 12 places de stationnement autorisées sont toutes occupées. Se garer illégalement par pure nécessité entraîne une amende et le cycle recommence. On n'enfreint pas la loi par choix. Et lorsque des milliers de personnes se retrouvent de les contraintes de se garer sur un nombre toujours plus restreint de places, les villes imposent une nouvelle exigence. Une exigence que la plupart des résidents de RV ne peuvent tout simplement pas respecter. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez vécu, même partiellement, cette réalité, racontez votre histoire dans les commentaires. Ces lois sont bien différentes sur le papier et dans la réalité. Et si vous souhaitez être informé de l'évolution de la situation, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à lever le voile sur ces problèmes. Numéro 7. La loi sur l'obligation en matière d'assainissement. Les nouvelles normes d'assainissement exigent la preuve, justificatif à l'appui de la vidange hebdomadaire des fosses septiques dans des installations agréées. En cas d'impossibilité de le prouver, l'amende pour infraction aux règles d'hygiène publique s'élève à 500 $, assortie d'une injonction de déménager dans une autre juridiction sous 10 jours. Les installations doivent se situer dans les limites de la ville, mais la plupart des villes ne disposent pas de stations de vidange agréées sur leur territoire. Les stations les plus proches se trouvent à une distance de 25 à 50 km. Les déchetteries agréées facturent entre 25 et 35 $ par utilisation. Le coût hebdomadaire représente donc entre 100 et 140 $ par mois, rien que pour l'élimination des déchets. Il faut ajouter l'essence pour les allers-retours, soit 15 à 20 $ supplémentaires à chaque fois. Le coût mensuel total s'élève ainsi à 160 à 200 $ pour un service auparavant gratuit ou quasi gratuit dans les stations-service et les aires de repos. Des options désormais explicitement interdites, sans autorisation spéciale. Les personnes âgées disposant d'un revenu mensuel fixe de 1 400 $ viennent de perdre 10% de leurs revenus à cause des frais de déchetterie. Les parents qui travaillent doivent composer avec les horaires d'ouverture des stations de vidange de 8 h à 17 h en semaine, ce qui est incompatible avec leurs horaires de travail. Ils ont le choix. Prendre un congé, perdre leur salaire et payer la déchetterie, ou ne pas y aller et risquer une amende. La plupart font au mieux. Ils utilisent les réservoirs avec parcimonie, évitent les toilettes publiques et privilégient les toilettes publiques. Les réservoirs finissent toujours par se remplir. Vous n'avez pas les moyens de payer les 25 $? Cherchez des solutions alternatives. Certains rejettent les eaux grises dans les égouts pluviaux, ce qui est illégal et crée précisément le risque sanitaire que la loi prétend prévenir. D'autres cessent complètement d'utiliser les systèmes RV, ce qui signifie plus de douches, plus de toilettes, plus d'eau courante à la maison. L'amende n'est pas qu'une simple amende de 500 $. C'est une infraction au Code de la santé publique, consignée au registre, qui accélère toutes les autres procédures. Les infractions sanitaires sont signalées à l'échelle du système. Votre véhicule devient une cible prioritaire pour la mise en fourrière. Éviter une dépense de 25 $ vous coûtera 500 $ d'amende, que vous ne pourrez certainement pas payer, sans parler des conséquences systémiques. Mais le respect des normes d'hygiène ne sert à rien si vos documents ne sont pas irréprochables. Et la prochaine loi risque d'instrumentaliser la documentation contre toute personne trop pauvre pour se tenir à jour. Numéro 6. La loi sur l'implication des assurances et des immobilières. Les contrôles d'immatriculation et d'assurance sont devenus beaucoup plus stricts. Vous devez désormais présenter une carte grise en cours de validité lors de tout contrôle de stationnement. Celle-ci ne doit pas avoir expiré de plus d'1 jour, ni être en attente de renouvellement. Elle doit être valide. L'assurance doit également répondre à de nouvelles normes. Certaines villes exigent une assurance dite « assurance habitation commerciale », dont le coût est 2 à 3 fois supérieur à celui d'une assurance RV standard. Il n'y a plus de délai de grâce. Une carte grise expirée, même d'1 seul jour, entraîne une contravention immédiate et déclenche la procédure de mise en fourrière. Si votre véhicule n'est pas immatriculé, il est automatiquement considéré comme abandonné et peut être mis en fourrière sans préavis. Examinons les aspects financiers. L'immatriculation standard d'un RV coûte entre 200 et 400 $ par an, selon le poids et la longueur du véhicule. L'assurance standard d'un RV coûte entre 1 200 et 1 800 $ par an. Mais désormais, si la ville considère que vous utilisez le véhicule comme habitation, elle exige une assurance responsabilité civile pour usage commercial. Cela représente entre 2 400 et 3 600 $ par an, si tant est que vous trouviez une compagnie d'assurance disposée à vous assurer. La plupart des assureurs classiques refusent de vous couvrir dès qu'ils savent que vous vivez dans le véhicule. Votre prime d'assurance annuelle vient donc de doubler, voire de tripler.
Et si votre immatriculation expire, les frais de rétablissement correspondent au montant initial majoré d'une pénalité de 20%. L'augmentation totale de vos dépenses annuelles, immatriculation et assurance comprises, s'élève donc à 1 200 à 2 000 $. Une somme que vous n'avez pas. Une somme qui n'était pas prévue dans votre budget, car vous vivez dans un camping-car, précisément parce que vous n'avez pas les moyens de vous loger. Ce qui se passe est parfaitement prévisible. Vous laissez expirer votre immatriculation, car il vous est impossible de payer un loyer, et immatriculer un RV l'aide tout autant. Mais au moins, le RV vous permet de ne pas être à la rue. Désormais, vous ne pouvez plus conduire légalement. Impossible d'aller travailler, impossible d'accéder aux déchetteries, impossible de remplir toutes les autres obligations légales. Votre véhicule, stationné et non immatriculé, est signalé comme abandonné. La mise en fourrière est autorisée immédiatement, sans avertissement, sans possibilité de réparation. Et voici le paradoxe qui rend la situation particulièrement cruelle. Pour récupérer votre véhicule, vous devez être en règle avec l'immatriculation. Mais vous n'aviez pas les moyens de payer l'immatriculation au départ. C'est pourquoi elle a expiré et pourquoi le véhicule a été mis en fourrière. Maintenant, vous devez payer les frais de fourrière, les frais d'immatriculation et les amendes, juste pour récupérer le logement que vous n'aviez pas les moyens d'entretenir légalement. Le renouvellement d'immatriculation d'un couple de retraités arrive à échéance pendant leur période creuse. Ils ne peuvent pas payer. Le véhicule est mis en fourrière 3 semaines plus tard. La compagnie d'assurance d'un jeune travailleur résilie son contrat lorsqu'elle découvre que le véhicule est utilisé comme résidence principale. Il ne trouve pas d'autre assureur. Il conduit sans assurance par nécessité. Il se fait arrêter. Le véhicule est mis en fourrière sur le champ. Le système exige des documents dont le coût est hors de portée pour la plupart des usagers. Une fois l'immatriculation et l'assurance devenues impossibles, les villes durcissent encore le ton en interdisant la taille même de la plupart des logements. 5e point. La loi sur les restrictions de la largeur et de la longueur. Les restrictions de largeur et de longueur interdisent désormais le stationnement en voirie pour les véhicules de plus de 6 à 6 mètres, selon la juridiction. La restriction de largeur s'applique à partir de 2,4 mètres, rétroviseurs et extensions inclus. Les camping-cars de classe A et C, suffisamment spacieux pour servir d'habitation, sont de fait interdits de stationnement en voirie dans toute la ville. La réglementation précise que ces restrictions ne concernent que les véhicules utilisés comme habitation. Ainsi, le camping-car d'une personne aisée stationnée occasionnellement ne pose pas de problème, mais votre maison sur roue est illégale. Voici pourquoi c'est important. Un camping-car habitable pour une famille nécessite une longueur minimale de 7,3 à 9,1 mètres. En dessous, l'espace devient trop exigu pour permettre une vie digne. Environ 65 à 70% des personnes sans domicile fixe vivent dans des véhicules qui dépassent les nouvelles limites de longueur. Il ne s'agit pas d'un choix de luxe. Ce sont des familles qui ont besoin d'espaces de couchage séparés pour leurs enfants. Une famille de 4 personnes vivant dans 18,5 mètres carrés, c'est déjà serré. Les véhicules conformes aux normes, ceux de moins de 6,7 mètres, offrent peut-être 7,5 mètres carrés d'espace utilisable. Essayez d'élever des enfants dans 7,5 mètres carrés. Essayez de préserver leur santé, leur intimité, un espace pour les devoirs, bref, de mener une vie à peu près normale. Mais même si vous vouliez réduire la taille de votre véhicule, c'est impossible. Vendre votre camping-car surdimensionné implique de trouver un acheteur, ce qui est difficile si le titre de propriété est grevé d'une hypothèque ou si le véhicule est si vieux que sa valeur couvre à peine les frais de déménagement. De plus, l'achat d'un véhicule conforme aux normes coûte au minimum entre 8 et 15 000 $ pour un modèle en bon état. Une somme à laquelle personne vivant dans un camping-car ne peut accéder. Résultat, votre camping-car de 8 mètres et demi est soudainement illégal partout. À chaque fois que vous vous garez, vous êtes en infraction. Les amendes commencent à 50 à 75 $ et sont quotidiennes si les contrôles sont actifs dans votre secteur. En 2 semaines, vous avez accumulé entre 700 et 1000 $ d'amende. En moins d'1 mois, votre véhicule est mis en fourrière, non pas à cause de l'endroit où vous l'avez garé, mais à cause de ce que vous y avez garé. La loi pénalise les familles qui possèdent un véhicule suffisamment grand pour accueillir leurs enfants dignement. Elle pénalise les personnes handicapées qui disposent d'espace pour leur matériel médical. Et elle n'offre aucune solution pour se conformer à la réglementation, car les véhicules conformes sont à la fois trop petits pour y vivre et trop chers à l'achat. Un couple équipé de matériel médical perd son logement, parce que leur camping-car, suffisamment grand pour contenir des bouteilles d'oxygène et permettre le passage d'un fauteuil roulant, dépasse les dimensions autorisées. Une famille de 4 personnes, avec 2 jeunes enfants, reçoit des contraventions quotidiennes parce que le véhicule qui offre à leurs enfants un espace de couchage séparé mesure 1,80 mètres de plus que la limite légale. La mesure qui détermine si votre logement est conforme à la réglementation n'a rien à voir avec la sécurité ou l'impact environnemental. Et lorsque les habitations elles-mêmes deviennent illégales, les forces de l'ordre se concentrent désormais sur le suivi automatique des mouvements, transformant ainsi la survie en un piège fondé sur les données. 4.
la loi sur le suivi obligatoire des déplacements. Les systèmes de suivi des déplacements obligatoires utilisent des caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour enregistrer chaque position du véhicule. Les villes recoupent automatiquement ces données. Il est nécessaire de prouver que vous avez changé de zone géographique, et non pas seulement de pâté de maison. Par zone différente, on entend une distance minimale de 800 mètres à 3 km, selon la juridiction. Les systèmes de contrôle du stationnement signalent les plaques d'immatriculation, repérées 2 fois dans la même zone pendant les périodes de contrôle. Les infractions entraînent des contraventions automatiques. Aucun pouvoir discrétionnaire n'est accordé aux agents. Aucune circonstance particulière n'est prise en compte. Les algorithmes détectent les plaques dans les mêmes zones générales et génèrent des contraventions. Avant ce système, un déplacement de 6 pâtés de maison suffisait pour être en règle. On pouvait rester dans son quartier, près de son travail, de l'école de ses enfants, des services et des liens essentiels à la vie quotidienne. Désormais, chaque déplacement obligatoire nécessite un déplacement minimum de 1,5 à 3 km. Au prix actuel de l'essence, entre 5 et 8 dollars par déplacement. Se déplacer toutes les 24 à 48 heures, comme l'exige la loi numéro 10, signifie parcourir 25 à 30 km par semaine, rien que pour respecter les règles de stationnement. Comptez entre 80 et 120 dollars par mois en essence pour ces déplacements obligatoires. Le coût financier n'est qu'une partie du problème. Le véritable préjudice réside dans l'impact de cette surveillance sur la vie quotidienne. Les déplacements sont désormais surveillés et enregistrés en permanence. Chaque position est consignée dans des bases de données accessibles à toutes les forces de l'ordre. Impossible de retourner dans les zones où vous travaillez, les rues proches de votre lieu de travail où vous vous gariez, les quartiers proches des écoles de vos enfants, les zones proches des bibliothèques où vous utilisiez le Wi-Fi et les toilettes. Tous ces lieux sont désormais interdits. Les systèmes vous contraignent à vous déplacer constamment, loin de tout ce dont vous avez besoin, vers des zones plus isolées, souvent plus dangereuses, plus éloignées des services, de la communauté et des infrastructures, vous empêchant ainsi de vivre confortablement dans votre véhicule. Un seul déplacement non respecté ? Une amende sera dressée, accompagnée d'un signalement, ce qui renforcera la surveillance des véhicules par les forces de l'ordre. Mais le fait d'être chassé de tous les espaces publics pousse les gens vers la propriété privée. Et c'est précisément là que la loi suivante leur ferme complètement la porte. Troisième point. La loi sur l'autorisation des propriétés privées. Les lois autorisant la mise en fourrière des propriétés privées permettent désormais aux propriétaires de demander immédiatement la mise en fourrière de véhicules RV sur leur terrain, sans préavis ni demande de déplacement. Ceci concerne les commerces, les églises, les parkings, tout lieu situé en dehors des voies publiques. Les propriétaires bénéficient d'une protection totale en matière de responsabilité civile en cas de recours au service de fourrière. Aucun avertissement préalable n'est requis. Aucun délai n'est accordé pour quitter les lieux volontairement. L'occupation d'une propriété privée constitue automatiquement une violation de domicile, que les propriétaires aient donné leur autorisation ou non, ou qu'ils aient simplement toléré la présence des véhicules. Imaginez ce que cela supprime. Avant ces lois, des arrangements informels permettaient à beaucoup de survivre. On se garait près des églises dont les pasteurs comprenaient et fermaient les yeux. Les commerçants savaient que vous travailliez et essayiez de joindre les deux bouts. Il y avait aussi des supermarchés comme Walmart ou Cracker Barrel qui appliquaient des règles de stationnement nocturne non officielles. Ces places n'étaient pas tout à fait légales, mais elles étaient tolérées. Cette tolérance créait une trentaine ou une quarantaine de places supplémentaires où l'on pouvait se garer sans être importuné. Des places près des toilettes, près des lieux sûrs, près d'un esprit de communauté. Les nouvelles lois ont tout supprimé du jour au lendemain. Les propriétaires qui toléraient le stationnement de nuit sont désormais responsables en cas d'incident sur leur propriété. Les compagnies d'assurance font pression sur les entreprises qui appliquent des politiques strictes d'interdiction de stationnement. Les sièges sociaux envoient des directives qui annulent le pouvoir discrétionnaire des responsables locaux. Les églises qui proposaient des places de parking dans le cadre de leur ministère reçoivent des conseils juridiques, leur signifiant qu'elles doivent cesser cette pratique sous peine de poursuite. Les mathématiques changent radicalement, les emplacements informels disparaissent. Il ne reste plus que les parkings payants RV à 40 ou 70 dollars la nuit, soit 1200 à 2100 dollars par mois. Si vous pouviez vous le permettre, vous n'habiteriez pas dans des RV, mais en appartement. Ces emplacements sont donc pratiquement inaccessibles. Il ne reste plus que les rues publiques, illégales elles aussi, selon toutes les lois en vigueur. Chaque surface privée devient un piège. On se gare sur les parkings des entreprises pour la nuit, parfois aux mêmes emplacements utilisés depuis des mois, avec l'accord des gérants. Puis de nouveaux gérants arrivent. On consulte les notes d'information sur la responsabilité civile. On appelle les dépanneuses. On se réveille et on découvre que les maisons sont déjà remorquées par des camions, sans prévenir, impossible de bouger. Les propriétés privées n'étant plus sûres, les familles tentent de rester ensemble dans leurs véhicules, mais la loi suivante transforme la pauvreté visible en une urgence en matière de protection de l'enfance.
Deuxième point, la loi sur les enfants dans les véhicules. La législation relative à la présence d'enfants dans un véhicule fait de la présence d'enfants dans un véhicule aménagé type RV un motif automatique de signalement au service de protection de l'enfance. Tout agent constatant la présence d'enfants dans un véhicule qu'il considère comme leur habitation est tenu de rédiger un rapport obligatoire au service de protection de l'enfance. La garde d'urgence est autorisée si aucun logement convenable n'est trouvé dans les 72 heures. Par convenable, on entend ici un logement traditionnel. Les centres d'hébergement d'urgence ne répondent généralement pas à ces critères. Les centres d'hébergement pour familles disposent d'une capacité d'accueil d'environ 10 à 20 lits dans toute la ville, avec des listes d'attente de 3 à 6 mois. Les parents s'exposent à des poursuites pour négligence, indépendamment de leur situation professionnelle, de la qualité des soins qu'ils prodiguent à leurs enfants, et même si ces derniers ne sont ni en bonne santé, ni nourris, ni scolarisés, ni en sécurité. Environ 30 à 35% des personnes sans domicile fixe vivant dans un camping-car sont des familles avec enfants. Il ne s'agit pas de parents ayant abandonné leurs responsabilités. Ce sont des parents qui cumulent 2 emplois, qui n'ont plus les moyens de se loger et qui ont choisi de rester unis dans un camping-car plutôt que de se séparer dans des centres d'hébergement qui séparent les hommes, les femmes et les enfants. Ils nourrissent leurs enfants, les emmènent à l'école, les aident à faire leurs devoirs et leur offrent une certaine stabilité malgré les contraintes liées à la vie dans leur véhicule. Et maintenant, le système considère cela comme de la maltraitance. Voici le processus. Un agent repère un enfant dans votre maison. Un signalement est automatiquement transmis au service de protection de l'enfance. Une enquête est ouverte. Vous avez 72 heures pour trouver un logement convenable. Il vous faut payer le premier et le dernier mois de loyer, le dépôt de garantie et une preuve de revenu équivalente à 3 fois le loyer. Cela représente entre 6 000 et 9 000 $ en espèces, plus des documents attestant que vous gagnez 6 600 $ par mois. Vous n'avez pas cet argent. Vous ne remplissez pas les conditions de revenu. Vous ne pouvez pas trouver de logement en 72 heures. C'est impossible. La garde d'urgence est donc autorisée. Vos enfants sont placés temporairement en famille d'accueil le temps que vous trouviez un logement. Mais vous voilà maintenant à mener une bataille juridique alors que vous êtes sans domicile fixe. Et vous ne pouvez pas récupérer vos enfants sans logement. Et vous ne pouvez pas trouver de logement sans stabilité financière. Et vous ne pouvez pas maintenir une stabilité financière tout en menant une procédure auprès des services de protection de l'enfance et en faisant face au traumatisme de la perte de vos enfants. Le système crée un cercle vicieux. Des parents qui travaillent à temps plein, veillent à la santé et à la scolarité de leurs enfants, perdent la garde non pas par négligence, mais en raison de leur pauvreté visible. Les enfants sont traumatisés par cette séparation, une épreuve bien plus difficile que celle vécue dans un foyer avec des parents aimants. Le système de placement familial, déjà saturé, accueille des enfants qui n'auraient pas dû y être. Les parents se retrouvent avec un casier judiciaire, ce qui complique encore davantage l'accès au logement. Et une fois que toutes les lois précédentes ont été appliquées, la dernière entre en vigueur, celle qui garantit à tous la même issue, la mise en fourrière et la perte totale des enfants. Numéro 1. La loi sur la mise en fourrière des citations cumulatives. Le seuil cumulatif de mise en fourrière des véhicules inclut les 9 lois précédentes et garantit leur destruction. Selon les nouvelles règles, 3 contraventions en 90 jours entraînent une autorisation de mise en fourrière automatique. Toutes les contraventions antérieures sont prises en compte pour le calcul de ce seuil. Aucune audience ni procédure d'appel ne sera possible. La mise en fourrière est simplement légale dès que 3 contraventions sont atteintes. Pour récupérer votre véhicule, vous devrez payer toutes les amendes impayées, les frais de fourrière et prouver que vous disposez d'un stationnement légal pour les 30 prochains jours. Ce stationnement légal doit garantir un emplacement sécurisé et autorisé pour des mois entiers, ce qui est impossible à obtenir car aucun stationnement de ce type n'est prévu pour les résidents de RV, raison pour laquelle vous avez reçu des contraventions au départ. Voyons concrètement comment cela se produit rapidement. Semaine 1. Amende pour stationnement prolongé, plus de 24 heures autorisées, en vertu de la loi numéro 10. Première amende, 50 $. Semaine 2. Amende pour dépassement de la limite de longueur de 6,7 mètres, 22 pieds, pour les camping-cars, loi numéro 5. Deuxième amende, 75 $. Semaine 3. Contrôle de la plaque d'immatriculation. L'immatriculation a expiré le mois dernier, faute de moyens pour la renouveler. Loi numéro 6. Troisième amende, 100 $. Vous avez atteint tous les seuils en moins de 3 semaines. Total des amendes, 225 $. Vous n'avez pas cette somme. La plupart des propriétaires de camping-cars ont moins de 300 $ d'économie. Les dépanneuses arrivent le 20e jour. Elles attachent votre camping-car pendant que vous êtes au travail, que vous dormez ou que vous essayez de payer vos amendes. Les frais de fourrière commencent à 875 $, à 1 500 $ selon la taille du véhicule. Le stockage quotidien ajoute 75 $ à 100 $.
Après 10 jours en fourrière, vous devez entre 2000 $ et 2900 $. Ajoutez les 225 $ d'amendes initiales. Il vous faut au minimum 3000 $ pour récupérer votre maison. Vous avez peut-être 250 $. Les villes accordent 30 jours avant la vente aux enchères des camping-cars. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est détruit lors de la préparation de la vente. Vêtements, papiers, photos de famille, outils, médicaments, affaires des enfants, toute votre vie. Vous pouvez remplir des formulaires pour récupérer vos effets personnels. On vous donne 20 minutes et 2 cartons. Tout ce qui ne rentre pas est jeté. Cette loi n'est pas indépendante des 9 précédentes. C'est le mécanisme d'application qui les rend toutes mortelles. Chaque loi antérieure donne lieu à des contraventions. Celle-ci transforme ces contraventions en sans-abrisme. Rapidement. Plus rapidement que quiconque ne peut réagir. 3 contraventions, 90 jours maximum. Généralement bien moins. On perd tout, sans espoir de retour. Ce n'est pas une crise propre à une seule ville. C'est la même pression qui frappe différents endroits, à des rythmes différents. Voilà le système dans lequel des dizaines de milliers de personnes sont désormais prises au piège. Un véritable labyrinthe de lois auquel aucun travailleur ne pourrait survivre. Mais tout cela ne date pas d'hier. Ce que vous venez de voir est la seconde partie d'une histoire qui a débuté dans une autre ville, plusieurs mois auparavant. Si vous voulez connaître la pièce manquante du puzzle, le moment où cette stratégie a été testée et mise en œuvre, regardez la vidéo juste avant celle-ci. Vous comprendrez alors toute la gravité de la situation avec une force décuplée.